Voyage au Cameroun. Comme depuis plusieurs jours, voyage au Cameroun. Je suis dans la journée tombé sur une petite vidéo dans laquelle M. Biya disait quelque chose dans une interview il y a plusieurs années. Cette vidéo m'amène à faire réfléchir les Camerounaises et les Camerounais. Ah oui. Les Camerounaises et les Camerounais à propos des mensonges éhontés de Paul Biya. Je voudrais dire aux Camerounaises et aux Camerounais que tant pis pour ceux qui vont croire aux mensonges de Paul Biya et de ses ministres, de Paul Biya et de ses serviteurs attitrés, tels le sinistre Paul Atangandji, alias Paul... comment il s'appelle? Oui, c'est Paul Atangandji, non? Ou bien c'est... J'espère que je ne me trompe pas sur son nom. Ah non, Joseph. Joseph. Non, c'est Paul. Paul Goebbels Atangandji. J'ai ajouté Goebbels. Tellement il me sort par les pores que je ne garde même pas son nom dans ma tête. Le fameux Goebbels Atangandji a dit qu'il ne faut pas parler de l'état de santé de son patron. Et depuis qu'il a dit ça, c'est tout le monde qui s'en préoccupe. Mais moi, c'est pas l'état de santé de M. Biya qui m'intéresse. Je l'ai dit plusieurs fois. Qu'il soit vivant, mort, comateux, cela m'est égal. C'est la récupération de la souveraineté du peuple camerounais. Or, que dit ce monsieur? J'ai retrouvé une vidéo de lui dans une interview il y a quelques années. Voici ce qu'il dit. Fait tous ces efforts pour bâtir une démocratie. Nous avons fait tous ces efforts pour bâtir une démocratie. Le moment venu, il y aura des candidats. Je crois que l'idée de préparer quelqu'un, ou c'est un peu des méthodes proches de la monarchie ou de l'oligarchie. Les Camerounais sont assez mûrs, ils pourront, le moment venu, choisir. Il n'y a pas de dauphin, donc. Mais je crois que dans une république qui fonctionne bien, le mot dauphin résonne mal. Monsieur Biya a recommencé. Ah non, Fait tous ces efforts pour bâtir une démocratie. Nous avons fait tous ces efforts pour bâtir une démocratie. Le moment venu, il y aura des candidats. Je crois que l'idée de préparer quelqu'un, ou c'est un peu des méthodes proches de la monarchie ou de l'oligarchie. Les Camerounais sont assez mûrs, ils pourront, le moment venu, choisir. Il n'y a pas de dauphin, donc. Mais je crois que dans une république qui fonctionne bien, le mot dauphin résonne mal. Monsieur Biya, ah non, non, recommencez. À 80. Non, recommencez. Fait tous ces efforts pour bâtir une démocratie. Troisième fois. Nous avons fait tous ces efforts pour bâtir une démocratie. Ah bon? Le moment venu, il y aura des candidats. Je crois que l'idée de préparer quelqu'un, ou c'est un peu des méthodes proches de la monarchie ou de l'oligarchie. Les Camerounais sont assez mûrs, ils pourront, le moment venu, choisir. Il n'y a pas de dauphin, donc. Mais je crois que dans une république qui fonctionne bien, le mot dauphin résonne mal. Bon, mais si tu as trouvé ça où? Mais monsieur Biya, je ne savais pas que vous étiez à côté. Mais quand tu commences à parler de mon nom, forcément je commence à entendre. Tu as trouvé cette vidéo-là où? Monsieur Biya, vous avez dit ça. Ça, c'est pas un montage. Ce n'est pas un deepfake là que j'ai fait. Vous avez dit ça. Moi, j'ai dit ça. Mais c'est pas possible. Est-ce que j'avais bu ce jour-là? Remets que j'entende. À 80. Moi, j'ai fait tous ces efforts pour bâtir une démocratie. Monsieur Biya, nous avons fait tous ces efforts pour bâtir une démocratie. Ah bon? Le moment venu, il y aura des candidats. Je crois que l'idée de préparer quelqu'un, ou c'est un peu des méthodes proches de la monarchie ou de l'oligarchie. Les Camerounais sont assez mûrs, ils pourront, le moment venu, choisir. Il n'y a pas de dauphin, donc. Je dois dire que ce jour-là, je n'étais pas dans mon assiette.
Monsieur Biya, c'est bon. Vous avez dit ça. Maintenant, on va analyser. Et je vais montrer aux gens que vous êtes un menteur. Je m'en vais alors. Oui, partez. Vous aimez trop venir ici, c'est pas pourquoi. Bon, écoutez. Ce monsieur que vous avez écouté là, je vous l'ai fait écouter au moins 3 fois, 4 fois. Puis il est venu se plaindre que pourquoi je fais écouter Savard là. C'est un menteur. Quand un dictateur vous dit quelque chose, Alassane Dramane Ouattara nous a bien formés à cela en Afrique, vous devez frapper ses propos de la fonction -1 en mathématiques, qu'on appelle la fonction réciproque. C'est-à-dire que vous devez prendre le contraire de ce qu'il dit pour savoir ce qui est vrai. C'est pas compliqué avec les dictateurs, ils mentent la plupart du temps. Donc en fait, si vous prenez le contraire de ce qu'ils disent, vous obtenez la plupart du temps l'essentiel de la vérité. C'est une méthode facile. Vous comprenez? D'abord, Paul Biya dit qu'il a fait des efforts incroyables pour bâtir la démocratie. Il n'y a jamais eu de démocratie au Cameroun. Parce que pour qu'il y ait une démocratie, il ne peut pas y avoir quelqu'un qui est président par des élections où il est le seul candidat. À l'intérieur de son parti, Ahidjo était le seul candidat depuis pratiquement 1966. Jusqu'à sa démission, pour des raisons complètement farfelues, en 1982, avec la manipulation bien sûr du néocolonialisme français, Ahidjo n'a jamais été en compétition électorale avec quelqu'un pour être président au Cameroun. Il n'a jamais battu quelqu'un aux élections, même à l'intérieur du parti. Parce que vous savez très bien que sous le parti unique, il fallait être suicidaire pour vouloir être candidat face au président du parti. Donc Ahidjo n'a surtout pas instauré la démocratie au Cameroun et il n'a surtout pas gouverné démocratiquement. En 1982, il cède le pouvoir à son dauphin constitutionnel, Paul Biya, qui est Premier ministre depuis 1975. Son dauphin constitutionnel lui-même n'a pas été élu démocratiquement Premier ministre. Il n'a pas gagné une élection, que ce soit à l'intérieur du parti au pouvoir de l'époque, l'UNC, Union nationale camerounaise, ni que ce soit dans une compétition même avec ses rivaux pressentis autour d'Amadou Ahidjo. Il a été choisi par Amadou Ahidjo avec l'adoubement de Paris. C'est tout. Paul Biya n'est jamais arrivé au pouvoir de façon démocratique. Parce que celui qui lui a donné le pouvoir même n'était pas arrivé au pouvoir démocratiquement. Toutes les élections présidentielles entre 1982 et 1988, elles se sont déroulées sans que Paul Biya soit en compétition. À l'intérieur du RDPC, parti créé en 1984-85, il n'a jamais été en compétition et dans le pays, il n'a jamais affronté quelqu'un avant 1992 dans une élection pluraliste. Et quand il y a eu l'élection pluraliste en 1992, Paul Biya que vous voyez là, il a perdu. Si tu étais là? Oui, j'étais là. J'étais là. En 1992, j'avais 20 ans. J'étais étudiant en licence. J'ai voté contre toi, comme la majorité écrasante des Camerounais, et c'est le président Ni John Frundi qui a été élu. Quelle preuve tu as de ça? Bon, j'ai une preuve très simple, on ne va pas trop discuter. Le général Pierre Semenge, il est toujours vivant. Il était chef d'état-major de l'armée. On lui a demandé, si Paul Biya avait reconnu sa défaite à l'élection présidentielle de 1992, est-ce que vous auriez obéi au nouveau président élu par les Camerounais? Semenge a dit, si Paul Biya avait osé reconnaître sa défaite, nous allions faire un coup d'État. Parce que nous avions été préparés par cela depuis l'Indochine, par l'armée française, nous avions des consignes. Il est hors de question que le pays passe entre les mains de quelqu'un d'autre que celui qui a été adoubé par Paris. L'interview existe, où Semenge explique que, certes, Paul Biya avait perdu, mais Paul Biya savait très bien que s'il osait passer le pouvoir à l'opposition, l'armée faisait un coup d'État. Semenge est encore vivant. L'interview existe. Je vous la ferai écouter ici, où il le dit. Donc, le chef d'état-major de Paul Biya sait que Paul Biya a perdu en 92, que Frundi l'a battu. Il a conservé le pouvoir par la force. Et ensuite, toutes les élections ont été confisquées, soit par l'administration territoriale, soit par des organes confisqués par les membres du RDPC. On a tantôt parlé de Onel, et ensuite on a parlé de l'ECAM. Tout ça là, ce sont des hommes qui rendent compte directement à la présidence. Les chiffres des élections au Cameroun sont décrétés à la présidence de la République. Et le Conseil constitutionnel, et la Cour suprême, tout ça, ce sont des chambres d'enregistrement. Il n'y a jamais eu d'élection démocratique au Cameroun. Paul Biya est un menteur.
Tout Camerounais qui se tient devant vous pour dire que Paul Biya a instauré la démocratie au Cameroun, dites-lui qu'il a instauré quelque chose qui finit aussi par cratie. Mais qu'entre O et C, il y a la lettre N. S'il a instauré quelque chose au Cameroun, ce n'est pas la démocratie, mais la démoncratie. C'est-à-dire qu'il a davantage donné le pouvoir aux démons, à tout ce qu'il y a de mauvais au Cameroun. Paul Biya a promu la méchanceté au plus haut niveau de l'État. Le cynisme au plus haut niveau de l'État. Voilà comment on s'est retrouvé avec des ministrants nauséeux comme Atanga Goebbels Nji. Atanga Goebbels Nji. N'est-ce pas? Bon, très bien. Il dit qu'on ne peut pas utiliser des termes comme dauphin constitutionnel parce que ça frise la monarchie. On frappe ça de la fonction -1, n'est-ce pas? Il n'y a pas eu démocratie, mais il y a plutôt autocratie. Le Cameroun est une dictature affreuse. Les prisons politiques camerounaises sont pleines. Des Camerounais assassinés pour leurs opinions politiques, il y en a des tas. L'empêchement pour l'opposition politique de fonctionner, c'est quelque chose de banal au Cameroun. Le non-respect des dispositions constitutionnelles en matière de liberté, c'est banal. Le mépris de la procédure pénale, l'exclusion de la diaspora camerounaise du jeu politique, c'est quelque chose de banal au Cameroun. Il n'y a pas de démocratie au Cameroun. Même un militant du RDPC, peut-être qu'il peut l'amener près de son église ou près de la mosquée, pour que sortant de là, il se souvienne que Dieu existe. Et vous lui posez la question, il va dire non, c'est vrai, c'est pas la démocratie. On ne connaît pas ça ici. Ici, si tu ne fais pas ce que le chef veut, on dit que tu déranges. C'est tout. C'est la démocratie, le pouvoir des démons. C'est-à-dire le pouvoir de ceux qui font du mal aux gens. L'État camerounais déteste le peuple camerounais dans sa forme actuelle. Le gouvernement camerounais est un ennemi du peuple camerounais. Les Camerounais vivent avec leur gouvernement comme on vit avec son ennemi. C'est les nuits passées avec son ennemi que le peuple camerounais passe depuis 1960. L'armée n'est pas aimée par le peuple. Elle est détestée par le peuple. Les forces de sécurité ne sont pas aimées par eux, elles sont détestées. Les rares fois qu'elles font quelque chose de positif et que le peuple commence à les aimer, on les envoie mater, ce peuple. Et le désamour est là. D'accord? Il n'y a pas de démocratie au Cameroun. Maintenant, il dit que le Cameroun, on ne peut pas utiliser le concept de dauphin constitutionnel. Pourquoi? Parce que le Cameroun n'est pas une monarchie. J'ai dit qu'il faut frapper les propos de Biya de la fonction -1. Or, dans la pratique, qu'est-ce que Biya fait? Il a passé son temps à incruster sa famille, ses cousins, ses neveux, ses frères, à toutes les fonctions stratégiques du pays. Quelqu'un qui nomme les membres de sa famille dans les fonctions stratégiques du pouvoir, quelqu'un qui nomme ses neveux, ses cousins, ses oncles, quelqu'un qui positionne les membres de sa famille et plus largement de son clan dans les postes clés de l'armée, c'est pourquoi? C'est pour confisquer le pouvoir. Donc, c'est pour transformer la République en monarchie. Est-ce que c'est clair? Hein? Non, Akindes, je te bloque parce que tu ne respectes même pas les gens que ce monsieur-là a massacrés au Cameroun. Eric Akindes, je te bloque et va dire à Patrice Talon qu'il est un dictateur. Parce que peut-être que tu viens soutenir Paul Biya ici parce que je critique ton dictateur favori, Patrice Talon. Il est un dictateur et il sera talonné jusqu'à son étalement. Va lui dire ça. Et puis je te bloque puisque de toutes les façons, tu ne sers à rien ici. Au diable, Eric Akindes. C'est fait. Je suis en train de parler là. Il y a des centaines de milliers de victimes de Paul Biya dans les tombes du Cameroun qui me disent merci. Donc celui qui vient ici se moquer de la souffrance de mon peuple, je le bloque. Paul Biya n'est pas le père des Camerounais. Il n'est pas mon père. Je connais le nom de mon père. Je suis pas en difficulté sur ce point. Faut pas que quelqu'un vienne dire qu'il est mon père. Là. Je connais le nom de mon père. Cameroun Niamsi. Jacques Nathan Niamsi, il est dans sa tombe. Je connais sa tombe. Faut pas venir me dire ici qu'il est mon père. Cette histoire des pères de la nation, il n'y a personne qui est le père de la nation en Afrique. Aucune nation n'est sortie des spermatozoïdes d'un homme. Aucune. D'accord? Donc, voilà quelqu'un qui a jeté tout un peuple, des millions de Camerounais dans la misère absolue. Et puis, il y a quelques méchants, cyniques, sadiques qui viennent essayer de nous donner des leçons de morale pour parler de lui. Et Eric Akindes bloqué. Toute personne qui vient ici me dire de respecter le tyran, je le bloque.
Mon père, là, je le connais. Et au-delà de tout, le père de tous les êtres qui existent, c'est Dieu. Voilà. Après mon père qui m'a mis au monde, il y a Dieu. Et puis tous mes ancêtres. Tous les papas de la génération de ma filiation, là, ce sont mes pères. D'accord? Je ne suis pas à la recherche d'un père de substitution. Père de la nation, père de ce... Je ne suis pas dedans. Je n'ai jamais appelé un homme politique père de ma nation. Il n'est pas mon père. Il n'est pas mon père. Nous, on ne cherche pas papa dans l'Afrique. Bon, voilà. Donc, parfois, je vais m'arrêter comme ça. Quand il y a des comportements biscornus, je bloque et j'explique pourquoi. Bon, alors, donc, je suis en train de vous expliquer que Paul Biya dit que le Cameroun n'est pas une monarchie, alors qu'il a organisé concrètement le Cameroun comme une monarchie. Il a placé à la tête du pétrole, il a placé au poste clé de l'armée, il a placé dans les zones stratégiques des renseignements généraux, il a placé dans la garde présidentielle, il a placé dans les ambassades des gens qui sont liés à lui par le sang. Donc, il a transformé la République en monarchie clanique. Et il vient nous dire le contraire, c'est pas une monarchie. Mais si c'est pas une monarchie, pourquoi il organise une présidentialisation symbolique de son fils, Franck? Pourquoi il le présente à Emmanuel Macron d'une manière solennelle? Pourquoi il l'envoie rencontrer le lamido de Ré Bouba, qui est le vice-président du Sénat, susceptible d'assurer l'intérim si le décès de Paul Biya venait à être annoncé? Pourquoi il l'envoie? Pourquoi il envoie à la cour du sultan des Bamoun se présenter? Pourquoi il lui permet de créer des clubs de soutien pour préparer sa candidature à une élection présidentielle qui ne serait qu'un maquillage en réalité pour voler le pouvoir que son père a volé? Donc, Biya vous dit une chose d'un côté et de l'autre côté, il fait le contraire. Le Cameroun fonctionne bel et bien comme une monarchie. Si le Cameroun n'était pas de facto une monarchie, pourquoi Paul Biya n'a toujours pas déclaré ses biens pour que les Camerounais sachent quelle est sa fortune? Parce qu'il est dans les meubles de l'État du Cameroun depuis 1961. Voilà quelqu'un qui n'a vécu que de l'État du Cameroun. Tout son capital est né dans l'exploitation de l'État. S'il ne considérait pas le Cameroun comme une propriété privée, mais il déclarerait ses biens, pourquoi ne veut-il pas respecter l'article 66 de sa propre constitution qui a dit qu'il doit déclarer les biens s'il ne considérait pas le Cameroun comme une propriété privée? Donc Paul Biya dit que le Cameroun n'est pas une monarchie alors qu'il a une pratique monarchique. Je me souviendrai toujours, en 1987 par là, à la télévision nationale du Cameroun, la CRTV, celui qui était directeur général de la Société nationale des hydrocarbures du Cameroun, donc chargé de la gestion du pétrole du Cameroun, il s'appelait Jean Assoumouve. Un journaliste de la CRTV lui a demandé qu'est-ce qu'il en était des comptes du pétrole camerounais. Et Jean Assoumouve a répondu ceci aux journalistes. Le pétrole camerounais est une affaire privée qui se traite entre le président de la République, Paul Biya, et moi-même. Je recommence la réponse d'un directeur général d'une société d'État à un journaliste d'État, lui demandant si on peut savoir ce qui est fait de l'argent de notre pétrole, nous tous les Camerounais. Réponse à la télévision nationale. Le pétrole du Cameroun est une affaire qui se traite de manière personnelle entre le chef de l'État et moi. Bon, Assoumouve, c'est un homme qui était souvent ivre, mais cette ivresse a facilité l'expression de son inconscient psychanalytique. Le gars a dit ça et puis il est allé dormir tranquillement. Il est mort de sa belle mort, c'est pas que quelqu'un lui a fait quelque chose. Il est mort de sa belle mort, Jean Assoumouve, il a dit ça. Il a dit au Camerounais, le pétrole du Cameroun ne vous appartient pas. Donc voilà les actes précisément de monarchisation. Il faut considérer le pays comme un royaume pour confisquer la gestion du pétrole du pays en tant que président. Voilà. Donc quand Paul Biya dit que le Cameroun n'est pas une monarchie, etc., c'est pour cacher son vrai plan, à savoir qu'il a monarchisé le Cameroun. Regardez le rôle que joue la première dame, Chantal Biya, dans les affaires de l'État. Regardez jusqu'à quel point elle est fourrée dans les instances décisionnelles de l'État. Est-ce que ça c'est possible dans un pays qui est une république non monarchisée? Est-ce que c'est possible ça? Regardez le poids qu'il a donné au secrétaire général de la présidence de la République, qui gouverne littéralement le pays avec une formule magique, sur hautes instructions du chef de l'État. Mais comment ce type-là peut dire aux Camerounais que
il n'a pas monarchisé le Cameroun. Alors qu'un individu qui est tout le temps fourré avec sa femme au palais présidentiel, Ngongo, décide de presque tout dans le pays. Donc en fait, nous avons, Camerounaises, Camerounais, de facto une monarchie. Et c'est pour ça que Biya, pour nous tromper, prétend que ce n'est pas le cas. Il faut frapper ses propos de la fonction -1. -1. Hein? C'est terrible. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il dit d'autre là? Le journaliste lui dit, alors ça veut dire que, comment ça va se passer? Il dit que il faut faire confiance aux Camerounais, ils vont s'entendre après lui. Quelle confiance? Comment on peut faire confiance à ce que lui, il vient de dire, alors qu'on voit très bien qu'il a confisqué la garde présidentielle avec son clan. Il a confisqué l'armée avec son clan. Il a confisqué les principales régies financières de l'État avec son clan. Il a confisqué les principales ambassades du Cameroun à travers le monde avec son clan. Il contrôle l'essentiel des renseignements généraux avec son clan. Comment on peut penser qu'après Paul Biya, ça va se passer tranquillement entre les Camerounais? Il a organisé sa succession et il prétend ne pas l'avoir fait. Malheur aux Camerounais. Malheur aux Camerounaises qui vont croire que Paul Biya n'a pas organisé sa succession. Il l'a organisée et elle est en œuvre. La succession est en œuvre. Parce que le Cameroun n'est plus réellement gouverné par Paul Biya depuis plusieurs années, en raison de son âge avancé, de sa sénilité naturelle. Paul Biya n'est plus en capacité de gouverner le Cameroun. Il est utilisé comme Bouteflika a été utilisé en Algérie par son clan, sa famille, ses proches, qui gouvernent réellement le Cameroun en utilisant son nom et qui s'en mettent plein les fouines. Voilà la vérité. La succession de gré à gré a déjà eu lieu. Le pouvoir est déjà exercé par les successeurs autodésignés de Biya. Mais il y a quelque chose qui va aggraver la situation. C'est que les puissances néocolonialistes et impérialistes savent que les Camerounais ne vont pas accepter cette succession de gré à gré qui est en cours, qui est en train de se faire, qui est déjà installée. Que les Camerounais vont résister contre cette succession. Cela est parvenu dans les oreilles des puissances impérialistes. Et voilà pourquoi elles ont décidé de provoquer une succession à leur avantage. Non pas une succession conforme en tout point au plan de Paul Biya. Pour Paul Biya, très clairement, c'est son fils. Et il a passé tout son temps à cacher son fils. Il a passé tout son temps à cacher le fait que il veut nous la faire à la Omar Bongo, Ali Bongo, Gnassimbe Yadema, Fore Yadema, Idriss Déby, Mahamat Idriss Déby. C'est comme cela qu'il veut nous la faire. D'accord? Une succession france-africaine, c'est-à-dire en fait une succession monarchique. D'accord? C'est ce qu'il veut faire. Alors, pour qu'on ne soit pas attentif à cela, il dit qu'il fait le contraire. Il dit qu'il fait le contraire. Mais je voudrais, ce soir, ce 16 octobre, attirer votre attention sur le fait que les puissances néocoloniales et impérialistes ne voient pas cela d'un bon œil. Parce que l'expérience du Gabon leur a prouvé que une succession monarchique ne garantit plus les intérêts de la France-Afrique, ne garantit plus les intérêts de l'Amérique-Afrique. Donc, il faut organiser un coup du style Oligui Nguema à la tête du Gabon ou Mamadi Doumbouya à la tête de la Guinée. Je recommence. Ce qui est en train de se préparer là au Cameroun, c'est en réalité une succession qui non seulement va contrecarrer les plans de succession de Biya, mais va aussi contrecarrer les plans, de souveraineté du peuple camerounais. C'est une succession France-africaine qui se prépare. Et je vais vous faire maintenant écouter un élément de France 24. Vous serez attentif à la dernière parole du journaliste, Ballon, qui parle. Et vous vous rendrez compte qu'il est le porte-parole, du coup d'État France-africain, style gabonais, style Guinée-Conakry, qui se prépare actuellement au Cameroun. Un coup d'État qui sera probablement de type militaire. C'est ce qu'ils sont en train d'envisager. Parce qu'ils ont compris que les plans de Biya de céder le pouvoir à Franck vont conduire le Cameroun à une guerre civile, dans laquelle le Cameroun pourrait leur échapper. Alors ils ont décidé de faire leur coup d'État à eux, comme ils en ont fait un à Ali Bongo. Quand ils ont vu que Ali Bongo risquait de perdre le pouvoir en faveur de révolutionnaires panafricanistes au Gabon,
Ils ont fait leur propre coup d'État. Vous avez compris? Vous avez compris? Même quand ils ont compris qu'Idriss Déby commençait à devenir révolutionnaire, commençait à trop, ils ont fait leur propre coup d'État. Même quand ils ont compris que Alpha Condé, qui semblait proche d'eux, risquait de conduire le pays maintenant à travers son 3e mandat vers une plus grande coopération avec les puissances du monde multipolaire, ils lui ont fait un coup d'État. Même l'opposition guinéenne a été surprise. L'opposition guinéenne a été surprise. Le coup d'État a doublé l'opposition. Les cellules d'Alain Diallo étaient là en train de se préparer aux élections. Ils se disaient vraiment cette fois-ci on va essayer de battre Alpha, on va vraiment prouver qu'on l'a battu. Bim! Mamadi Doumbouya est sorti, il l'a pris. Et après, on a entendu les Américains revendiquer leur type. Et on a bien vu comment il est en odeur de sainteté auprès des maîtres de la France-Afrique. N'est-ce pas? Pour Oligui Nguema, ça a été clair, non? Il a fait ça. Ali Bongo lui-même, sachant que le coup d'État venait de la France-Afrique, s'est mis à crier en anglais. Make noise, make noise, make noise. Parce qu'il savait que le coup d'État venait du côté, eh bien, du néocolonialisme français. Il a été renversé. Les militaires des troupes néocoloniales étaient à quelque part. Hein. Personne n'a bougé. Il s'est fait neutraliser tranquillement, calmement dans son palais. Et personne ne l'a pleuré. Hein. Personne ne l'a pleuré. Bon. Donc, c'est cela qui nous est préparé au Cameroun. Non pas accepter la succession que Biya a organisée, c'est-à-dire que Franck devrait prendre le pouvoir, parce que c'est ce que Biya a organisé. Il a organisé en bonne entente avec son ami et allié de toujours, le Lamido de Rey Bouba. Et il essaye d'imposer ça dans certains milieux néocoloniaux ici à Paris. Mais il lui a préparé une entourloupe. On ne veut pas de sa succession à lui, parce qu'on sent que cette succession va conduire plus rapidement à la perte de la néocolonie, eh bien, camerounaise. On veut d'une autre succession, c'est-à-dire en réalité d'une transition militaire en faveur de l'impérium. Est-ce que vous avez compris? Alors vous allez donc écouter ce qui se passe à travers ce que dit ce journaliste de France 24. France 24, qui, comme vous le savez, est vraiment la presse officielle française. Donc quand un journaliste de France 24 va aussi loin dans la critique d'un dictateur qui a pourtant été soutenu par le néocolonialisme français, à bout de bras, sachez que ça veut dire qu'il y a un plan. Écoutez ce qui a été dit. Écoutez ça pour savoir ce qui nous attend au Cameroun. Je mets le volume. Tout le monde s'interroge, mais personne n'a le droit d'en parler. Mais où est passé Paul? Tout le monde s'interroge, mais personne n'a le droit d'en parler. Mais où est passé Paul Biya? À 91 ans, le président du Cameroun n'est pas réapparu en public depuis le sommet Chine-Afrique à Pékin. C'était début septembre. Je vais de temps en temps interrompre pour commenter. Je vais vous faire remarquer que le soi-disant ministre de l'administration territoriale, eh bien, Tanga Goebbels a prétendu qu'il interdit à qui que ce soit de parler, eh bien, de la santé de son chef, le président Biya, n'est-ce pas? Mais je vais vous faire remarquer que France 24, là, TV5, tout ça, là, passe au Cameroun. Et on attend toujours le décret par lequel Atangandji va interdire ses médias, puisqu'il a dit que c'est interdit d'en parler dans les médias au Cameroun. Et que France 24, RFI, TV5 passe au Cameroun. On attend toujours le décret d'Atangandji pour interdire ces médias, puisque eux, ils parlent. Et ils viennent de parler de ça. Ils savent que c'est interdit au Cameroun. Ils savent qu'ils diffusent leur programme au Cameroun et ils violent le fameux interdit d'Atangandji. Histoire de dire, si tu es garçon, toi Atangandji, dresse-toi contre nous, tu vas voir. Afrique à Pékin, c'était début septembre, une absence qui commence à faire grand bruit, enfin dans la limite de la loi, car le gouvernement a formellement interdit tout débat dans les médias sur son état de santé. Bonjour Stéphane Ballong. Bonjour Julien. Que sait-on à ce propos? Où est Paul Biya aujourd'hui, à Genève? Si on s'en tenait aux propos du gouvernement qui a, j'allais dire, largement communiqué la semaine dernière, on dira qu'il est à Genève. De fait, nos sources propres nous disent qu'il est à Genève. Là, on s'arrête. Stéphane Ballong dit nos sources propres, c'est-à-dire les sources propres de France 24. Je vous rappelle que France 24 est un organe d'information rattaché au ministère français des Affaires étrangères. Vous avez entendu?
quand il dit nos sources propres, c'est-à-dire qu'il renvoie là au travail des journalistes officiels français. Donc des journalistes qui sont en connexion avec les services de renseignement officiels français. Est-ce que vous comprenez? Nos sources propres. Propres. C'est-à-dire que vraiment de sources sûres. Ok. Très bien. Ce qui veut dire que la sécurité de Paul Biya n'est pas si parfaite qu'il puisse se cacher aux journalistes de France 24. Eux, ils savent où il est. Ce sont les journalistes camerounais qui n'ont pas accès à leur soi-disant président. Mais ceux de France 24, eux, ils ont les sources. Allons-y. Si on écoute les autorités camerounaises, on dirait qu'il est en parfait état de santé. C'est ce qu'ils disent. Nos propres sources nous disent qu'il a eu quelques alertes, qu'il y a eu quelques alertes sur son état de santé, des alertes du... France 24 qui parle là, TV5, etc., RFI qui parle de Paul Biya, disent bien qu'il est interdit de parler de sa santé, mais eux, ils en parlent. Et leurs programmes sont diffusés au Cameroun. Qu'est-ce que ça vous dit? Ils savent que Paul Biya ne peut pas prendre sur lui le courage d'interdire leurs médias. Que s'il interdit leurs médias, étant dans leurs mains pour sa santé, il a peur qu'il l'esquinte. Vous avez compris? Ok. Donc, vous voyez très bien que eux, ils violent l'interdit. Et Atangandji ne parle pas. Ce qui montre que c'est un misérable lâche, Atangandji. C'est sur les Camerounais désarmés qu'il est courageux. C'est sur les Camerounais désarmés qu'il est courageux. Vous voyez? Voici des gens qui sont en train de parler de l'état de santé de Paul Biya. Ils disent que de sources sûres, Paul Biya a eu des soucis de santé. Le ministre a sorti tout un décret pour interdire aux Camerounais d'en parler. Mais il laisse s'exprimer dans les médias et dans les télévisions au Cameroun des journalistes qui parlent de l'état de santé de Paul Biya. Tout en disant qu'ils savent que c'est interdit. C'est-à-dire en disant on s'en bat les steaks. Nous, on est des journalistes français. Nos médias diffusent au Cameroun. On ne peut rien nous faire au Cameroun. C'est pas le Mali, c'est pas le Burkina, c'est pas le Niger, le Cameroun. Là-bas, nous sommes en terrain conquis. Qui va oser interdire RFI, interdire France 24 et interdire TV5 au Cameroun? Qu'ils le fassent, là, il va voir. Ils vont savoir qu'ils sont dans notre main. Donc, eux, ils se sentent en puissance. Ils balaient du revers de la main les interdits d'Atangandji. Est-ce que vous voyez donc Atangandji, c'est sur les Camerounais qu'il a la force? En utilisant les armes du Cameroun contre le peuple camerounais. C'est sur nous, au Cameroun, qu'il a la force. Mais regardez, deux journalistes tournent en bourrique, tournent Paul Biya en bourrique, parlent de son bulletin de santé, en rappelant que c'est interdit. Et ils violent l'interdit. Vous voyez ça? Notamment à la fatigue. En même temps, est-ce que c'est étonnant quand on a 92 ans, qu'on est chef d'État et qu'on a enchaîné des voyages Donc, que nous dit Stéphane Ballot? Que Paul Biya soit malade, même comateux ou même qu'il meure, ça ne serait pas étonnant. En raison de son âge. Donc, les journalistes officiels français nous disent, nous, on s'attend à la disparition de ce type. Il a quand même vécu trop longtemps, même en France, 90 ans. C'est au-delà de l'espérance de vie des hommes en France. C'est au-delà de l'espérance de vie moyenne des hommes en France, qui est autour de 75 ans. Donc, même en France, Paul Biya est un vieux. Sa mort ne serait pas un événement incongru. Ce serait un événement naturel, quoi. Hyper naturel, quoi. Beaucoup plus naturel que pour un homme, je ne sais pas, de 30, de 50 ou même de 75 ans. Bon, alors, donc. Et qu'on a enchaîné des voyages plutôt longs. Je pense que la question qui se pose véritablement aujourd'hui, au moment où nous parlons au Cameroun, c'est quand Paul Biya va-t-il rentrer au Cameroun? Parce que derrière cette question se pose ce que prévoit la Constitution. La Constitution camerounaise dit que le chef de l'État ne peut pas être absent du territoire pendant plus de 45 jours. Or, quand on regarde l'agenda de Paul Biya ces dernières semaines, il a quitté le Cameroun début septembre, autour du 2 septembre. On l'a vu au sommet Chine-Afrique. On est mi-octobre, on est le 16 aujourd'hui. Demain, le 17, ça fera à peu près 45 jours qui n'était plus au Cameroun. Donc la question c'est, va-t-il rentrer entre aujourd'hui, demain ou après-demain? C'est là qu'on va savoir, en fait. Parce que derrière tout ça se pose la question de la succession. Parce qu'au-delà de 45 jours, on pourrait déclarer une vacance de pouvoir et ensuite mettre en branle la machine constitutionnelle. Donc seul son retour pourrait faire taire les incertitudes et les rumeurs, parce qu'il y en a beaucoup.
Absolument, d'autant plus que j'en parlais tout à l'heure, le concours de flagornerie auquel se sont livrés les ministres camerounais la semaine dernière n'a rassuré personne. Donc, le journaliste officiel français, Ballon, dit que les ministres de Paul Biya, tous ensemble, se sont livrés à un concours de flagornerie. Je voudrais aller rapidement dans le dictionnaire, chercher ce que c'est qu'une flagornerie. Je vais prendre la version du Larousse. Flagornerie. What is the meaning in French language? Je vais vous prendre la définition. Par définition, selon le Larousse de la langue française, une flagornerie, c'est une flatterie grossière et basse. Écrivez ça. Flagornerie égale flatterie grossière et basse. Donc, le journaliste officiel de France 24 nous dit que tous les ministres de Biya qui ont parlé la semaine passée sont des individus qui sont de misérables flatteurs, des individus grossiers et bas. Voilà ce que France 24 dit des ministres de Paul Biya. Ça veut dire quoi? Vous avez déjà une certaine odeur de soufre qu'il y a dans l'air. C'est-à-dire que la ligne officielle française qui est cachée derrière les propos de ce journaliste, c'est qu'il faut balayer le régime de Biya. Vous avez compris? Est-ce que vous comprenez? Si un journaliste officiel français peut dire que tout ce que racontent les ministres de Paul Biya, ce sont des flagorneries, c'est-à-dire des flatteries grossières et basses, cela vous donne une idée de la volonté d'évacuer ce régime et d'obtenir une succession qui puisse garantir autrement les intérêts france-africains. Est-ce que c'est clair? Ballon Stéphane, journaliste officiel de France 24, dit que tous les ministres de Paul Biya, c'est-à-dire Atanga Goebbels-Ndji, c'est-à-dire Grigou, alias Grégoire Ouna, c'est-à-dire Jean Lafamé Ndongo, c'est-à-dire, comment il s'appelle encore, René Emmanuel Le Sadic. Il dit que tous ces individus-là sont des flatteurs grossiers et bas. Voilà ce que dit Stéphane Ballon. Et donc, donnons-lui la parole. Donc, en fait, vous voyez que la ligne éditoriale de France 24, qui reflète celle, en fait, du ministère français des Affaires étrangères, donc de la diplomatie française, c'est qu'il faut dégager Paul Biya. Pourquoi faut-il le dégager? Mais parce que son régime, et même les héritiers qu'ils ont trouvés, ne tiendront pas longtemps. Et par conséquent, si on met les œufs de la France-Afrique entre leurs mains, ça va être perdu. Puisque de toutes les façons, ils vont être pris de court par une révolution interne au Cameroun, qui ne va pas être profitable au maintien ou à la restauration la plus large possible des intérêts néocoloniaux français. Est-ce que c'est clair pour vous? Bon, on avance. Ballon, vas-y, libère-nous tout. Dis tout. N'a rassuré personne. Vous vous rendez compte, on a eu pas moins de 4 communiqués de différents ministres pour nous dire que le président allait bien, pour nous dire que il était en train de se reposer, mais qu'il continuait en même temps à travailler et à suivre l'évolution des activités dans le pays. Et le clou de ce spectacle, ça a été ce communiqué du ministre de l'administration territoriale qui... Donc, voilà. Atanga Ndji est considéré comme un acteur de spectacle. Vous voyez, c'est pas un vrai ministre. C'est un individu qui est bon pour jouer dans une pièce de théâtre, comique et tragique. Vous voyez? Ballon nous dit que Atanga Ndji se donne en spectacle, que c'est un individu spectaculaire. Vous avez vu? Ils sont des flagorneurs, c'est-à-dire des individus flatteurs, grossiers et bas, et ce sont des acteurs de théâtre. Vous avez vu à quoi est réduit le gouvernement de Biya dans la ligne éditoriale de France 24? Ça c'est de là. Ils sont en train de les réduire, les tailler en confetti. Allons-y. Carrément a interdit tout débat sur l'état de santé de Paul Biya, ce qui a provoqué l'effet contraire, évidemment, c'est-à-dire interdire de parler de la santé d'un président qui a 92 ans, laisser penser qu'il y avait quelque chose à cacher. D'ailleurs, selon nos informations... Vous voyez, France 24 a décidé même de faire vieillir un peu plus Paul Biya. Paul Biya est né le 11 février, il est né en 1933. Même si je crois que ça doit être le 11. Quelque chose comme ça. Il est né en 1933. Paul Biya, que vous voyez. Hein? Donc, en 2024,
il avait quel âge? Le 11 février, en février 2024, il a eu quel âge? Il a eu 91 ans. Et il aura 92 ans quand? Il aura 92 ans en février 2025. Vous comprenez? Mais France 24 éprouve le besoin de le faire vieillir davantage. On dit qu'il a déjà 92 ans. Vous voyez? C'est comme ça qu'ils font quand ils veulent pousser un serviteur qu'ils ont utilisé, une orange qu'ils ont pressée, vidée de son jus. Quand ils veulent pousser un de leurs serviteurs à la porte, ils le vieillissent, ils l'avilissent, ils le flétrissent. C'est-à-dire que vraiment, ils te donnent un portrait, tu te demandes, hein? D'ailleurs, il y a quelqu'un qui connaît cette méthode, avant qu'on continue. La méthode qu'ils utilisent là, le lynchage contre Biya. Il y a quelqu'un qui en a souffert et qui nous a expliqué. Comment il s'appelle? Attendez, je vais le chercher. Il y a quelqu'un qui a connu ça et qui nous a expliqué. Il est dans une tombe à Amdjaras. Comment il s'appelle? Monsieur Déby, Idriss, venez rafraîchir la mémoire des Africains. Qui vous a forcé d'être à la tête du Tchad et puis qui vous critique? C'est qui? Hein? Allez-y, Monsieur Déby. Oh, faites vite. Je ne veux pas de plus. Your JC2 preparation will start now. Oui. Moi-même. Ouais, vous auriez souhaité quoi, Monsieur Déby? En 2002. Ouais. M'arrêter, comme j'avais promis en son temps, ouais. Au second mandat. Très bien. C'est-à-dire en 2006, je devrais céder, en fait, disons. Il y a 10 ans. Au suivant. Très bien. La guerre a éclaté. Le mercenaire avait attaqué, il demande ici la ville. Ouais. Le pays était en guerre. Très bien. Vous comprenez? On comprend. Et en 2016, il... Attendez, s'il vous plaît. Et comme j'ai dit dans la politique africaine, ouais. La France intervient souvent. Ah oui. Et je le dis haut et fort. Tout à fait. La France a intervenu. Ah bon? Je dis bien, je n'ai pas demandé. C'est pas possible. Dit, je ne le fais pas. De changer la Constitution. Hein? Pour l'histoire. Astaghfirullah. La Constitution du Tchad. Mon père, il dit bien. C'est à Paris. Parti Sangana. Et je n'ai pas fait la campagne. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est la France qui vous a poussé à continuer? C'est toujours la France qui fait, et c'est toujours la France qui critique, et c'est toujours la France qui est derrière. Et on Il a tout dit. On l'a forcé à être président du Tchad pour les intérêts français. Il a accepté. Ensuite, on le critique, on dit qu'il est un dictateur. Oui! Allons-y. S'il vous plaît, c'est Paris qui vous a poussé à continuer? Laissez-moi finir. Comment on appelle? Ils appellent le constitutionnaliste qui est venu. Il s'appelle Charles Debache. Non, je connais son nom. Charles Debache. Je ne connais même pas son nom. Charles Debache. J'ai refusé. J'ai dit je ne change pas. Voilà. Ils ont passé par leur arcade, puisque l'Afrique, pour la France, il n'y a rien de, qu'on appelle de caché. C'est entre ses mains. Ah! Passé par les uns et les autres. Ils ont changé la Constitution. C'est pas possible. Donc, ce n'est pas Déby qui a changé la Constitution. C'est qui? C'est que c'est Paris qui vous a forcé la main pour rester au pouvoir. J'ai dit que j'ai, en tant que soldat, j'ai donné ma parole d'honneur en son temps de quitter le pouvoir en 2006. Il y a deux choses qui sont intervenues. La guerre, évidemment. La deuxième, c'est la France. Qui vous a dit de continuer. Bien sûr. Et maintenant, aujourd'hui, ce sont ceux-là même qui ont changé la Constitution qui me critiquent. Très bien. Monsieur Déby, vous pouvez retourner dans votre tombe. C'est tout ce que je voulais entendre. Ce sont ceux-là même qui ont changé la Constitution du Tchad pour vous imposer à la tête du Tchad, qui se sont cachés ensuite pour vous critiquer. Et c'est à ce jeu que ça donne justement Stéphane Ballon, qui est très content de taper sur Biya. Alors que Biya a été imposé aux Camerounais, comme à Idjo, par le colonialisme et le néocolonialisme français. Vous voyez, c'est ça, c'est cette duplicité, c'est ce deux poids, deux mesures, c'est cette mauvaise foi, c'est cette hypocrisie, c'est cette logique serpentine qui donne une envie de vomir le néocolonialisme français aux Africains. La suite. Ballon, continuez. Tapez sur votre serviteur. Laissez penser qu'il y avait quelque chose à cacher. D'ailleurs, selon nos informations, cette sortie a fortement agacé dans l'entourage proche du chef de l'État. Donc oui, seul un retour de Paul Biya au Cameroun permettrait de mettre un terme. Donc, le journaliste officiel de France 24 menace à Tangandji en lui disant que Paul Biya n'a pas été content du tout de son excès de zèle et que peut-être
Si Paul Biya retourne au Cameroun, l'un des premiers qui va perdre son poste, eh ben c'est à Tangandji. Et c'est une manière pour le journaliste de France 24 de dire à Tangandji, si tu oses interdire France 24, tu sais ce qui va t'arriver. C'est là où tu vas comprendre que c'est nous qui tenons le pays. Hein? C'est une menace à peine voilée. Pour dire à Tangandji, les affaires que les Maliens nous ont faites là, les Burkinabés nous ont faites, interdire nos médias, etc. Si tu essayes ça au Cameroun, voilà, tu ne sauras même pas où te cacher. Parce que d'abord, tu vas quitter le gouvernement, et ensuite, tu vas même aller en prison parce qu'on va chercher à te noyer dans des affaires qu'on trouvait. Il n'en manquera pas. Tu es forcément un voleur si tu es un ministre de Biya depuis trop longtemps. Bon, la suite. Le retour de Paul Biya au Cameroun permettrait de mettre un terme aux rumeurs, et surtout, ce retour permettrait de rassurer les marchés parce qu'on est dans une période où on doit élaborer. Vous voyez, ils mettent la pression à Paul Biya. Mais, en fait, ils mettent la pression à Paul Biya parce que eux-mêmes, ils veulent hâter leur plan contre lui. Ils savent que si Paul Biya est malade, comme ils le disent, parce que France 24 nous informe que Paul Biya est malade, que Paul Biya est souffrant, qu'il n'est pas rentré au Cameroun depuis bientôt 40 jours, 45 jours, parce qu'il ne se sentait pas bien. Ça, c'est France 24 qui nous le dit, officiellement, et qu'ils ont les preuves qu'il a eu des problèmes de santé. Mais quand un vieux de cet âge-là, un homme de bientôt 92 ans, a des problèmes de santé, est-ce que c'est normal de le forcer de rentrer? Oui, peut-être que le monsieur est encore vivant, ils veulent l'esquinter. Il bénéficie sans doute d'une expertise médicale, puisqu'il n'a pas construit un bon hôpital au Cameroun. Il n'a pas construit, il n'a même pas confiance aux médecins camerounais. S'il rentre au Cameroun là, il risque de rendre l'âme plus tôt que prévu. Vous voyez comment ils sont en train de forcer le monsieur? Ah non, le délai constitutionnel est arrivé. Ça me rappelle quelqu'un qu'on avait forcé comme ça, il est rentré, il est allé mourir. Ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Amadou Gon Coulibaly venait d'être opéré du cœur. Il devait rester en convalescence à Paris. Comme Alassane Ouattara voulait en faire brutalement un candidat à l'élection présidentielle, Alassane Ouattara a sorti le monsieur du lit d'hôpital, l'a amené en Côte d'Ivoire et une semaine après, le monsieur est mort. Le monsieur est tombé dans les bras de Ouattara comme ça. Bouya! Il a rendu l'âme. Ce que Ouattara voulait. Ouattara ne voulait pas que Amadou Gon récupérât. Il n'aurait pas voulu qu'Amadou Gon récupérât parce que un Amadou Gon en santé aurait effectivement exercé les fonctions de président de la République que Ouattara n'a jamais envisagé de quitter. Amadou Gon devait, par conséquent, d'abord être candidat pour tromper l'opinion et ensuite mourir rapidement pour que Ouattara prenne prétexte de cette mort pour violer la Constitution. Alors, tout se passe comme si Stéphane Ballon est chargé de mettre la pression sur Paul Biya pour qu'il rentre, alors que il n'a pas fini de guérir. En fait, ce que Paul Biya, si Paul Biya est vivant, ce qu'il doit faire, c'est démissionner. Il doit rendre sa démission. Il n'est pas en capacité d'exercer les fonctions. Toi-même, tu sais que le monsieur ne peut pas exercer les fonctions. Tu lui demandes de rentrer. S'il meurt dans l'avion qui le ramène, c'est toi qui va le pleurer. Ballon, pourquoi vous êtes mauvais comme ça? Le type, il ne peut pas rentrer parce que ça fait 1 mois qu'il ne peut pas rentrer. S'il ne peut pas rentrer, c'est parce qu'il ne va pas bien. Il a des raisons médicales de ne pas rentrer. Donc, ce qu'on devrait faire, c'est constater son incapacité, puis sa démission. C'est tout. Mais je dis que Stéphane Ballon est mauvais. Hein. Ils veulent faire monter Paul Biya dans l'avion, alors que Paul Biya a du mal même peut-être à marcher même de son lit à sa douche. Vous voyez comment ces gens-là sont mauvais. C'est le gros cœur qui tue souvent. Hein. Là où il est là en Suisse, s'il est vivant, on s'occupe bien de lui, laissez-le là-bas. Bon, s'il se réveille au moins 1 heure dans la journée, rédigez sa lettre de démission, qu'il signe ça. Et que, bon, les Camerounais sachent que maintenant une transition doit s'organiser pour aller vers de véritables élections. Tout ce qu'on demande à Paul Biya aujourd'hui depuis très longtemps, c'est de démissionner. Son retour au Cameroun ne sert à rien. Là, à son âge, avec les pathologies qu'il a sans doute développées, laissez-le entre les mains des infirmiers, des aides-soignants et des médecins, dis donc. Laissez-le là-bas. Pourquoi vous voulez que, si Dieu lui accorde quelques années de plus, laissez-le, mais qu'il démissionne seulement. Qu'il démissionne seulement. La présence physique de Paul Biya au Cameroun ne change rien. La présidence de la République n'est pas réellement exercée par lui. Il faut une transition vers une véritable République souveraine du Cameroun, où le peuple va choisir librement, en toute transparence, ses dirigeants et ses institutions. Donc, Ballon, il nous raconte quoi? Ils sont pressés que le monsieur rentre parce qu'ils ont déjà prévu, quelque part, celui qu'ils vont imposer à la tête du pays, aux grandes dames des Camerounais.
Les Camerounais ont déjà l'œil sur Franck Biya pour l'empêcher de confisquer le pays. Parce que son père veut en réalité que ce soit lui. Son père a déjà pris les dispositions pour que ce soit lui. Il l'a déjà présenté à tout ce qui compte. Il l'a présenté au chef stratégique de l'armée. Il l'a présenté à ses alliés stratégiques dans le pays. Le Lamido de Rey Bouba. Il l'a présenté au sultan des Bamoun. Eux, ils sont dans le secret. Et ils veulent nous imposer le fils Biya à la tête du pays. Ça, c'est l'option Biya. Mais Stéphane Ballon, en s'exprimant comme il s'est exprimé, nous permet de voir qu'il y a un autre plan, que la France-Afrique sait que le plan de Biya là ne tiendra pas. Et que le danger dans cette affaire, c'est de perdre toute emprise sur le Cameroun. Si le plan de Biya est tenté et que Franck ne parvienne pas à tenir le pouvoir, eh bien, la chute de Franck va entraîner le démantèlement total du système néocolonial au Cameroun. Alors, pour empêcher cela, il faut travailler maintenant à contrecarrer à la fois le peuple camerounais, en évitant que ce soit lui qui choisisse ses futurs dirigeants, et à contrecarrer Paul Biya, en évitant qu'il nous fasse une succession à la Ali Bongo, Omar Bongo, qui a conduit très rapidement à la perte d'influence, mais catastrophique, et bien du néocolonialisme. Voilà pourquoi Ballon continue. Ballon, vas-y, parle. D'ailleurs, on doit élaborer le budget de l'année prochaine. Le président n'est pas encore là. Les marchés commencent à s'inquiéter. La capacité du Cameroun à s'endetter sur les marchés. Donc, qui se plaint? Si les marchés commencent à s'inquiéter, qui perd de l'argent? Bon, Ballon se plaint, pourquoi? Parce qu'en fait, en effet, ceux qui tiennent le Cameroun à travers le régime néocolonial craignent qu'une situation de crise qu'ils ne contrôlent pas fasse que le pays leur échappe. Ce ne sont pas les marchés qui s'inquiètent, ce sont les puissances néocoloniales et impérialistes qui s'inquiètent. Parce que le flottement qu'il y a à la tête de l'État du Cameroun pourrait faire arriver à la tête du pays des patriotes panafricanistes, révolutionnaires, souverainistes africains. Et si cela arrive, mais ce n'est pas seulement les marchés qui vont s'inquiéter. C'est l'accélération de la chute du franc CFA. C'est l'accélération du démantèlement des bases militaires néocolonialistes en Afrique centrale. C'est tout le système qui risque de tomber comme il est tombé en Afrique de l'Ouest. Alors, pour éviter cela, on veut court-circuiter comme on a court-circuité à Libreville. On veut anticiper sur les choses et on met la pression sur Paul Biya pour que lui, il rentre, peut-être même qu'il meure dans son avion de fatigue. Le simple fait de monter dans l'avion, ça peut le fatiguer. Le simple fait que l'avion fasse même de temps en temps des secousses dans les trous d'air, ça peut finir ces dernières valves cardiaques. Et puis c'est terminé, ils sont libérés. Ils organisent une succession à la Oligui Nguema, à la Mamadi Doumbouya, eh bien, sur place au Cameroun. Et les gens font semblant, en sortant à la télé, d'être au service du peuple camerounais. Et paf, ils commencent à faire comme Oligui fait, comme Mamadi Doumbouya fait, le service, eh bien, des forces étrangères qui les ont envoyés en mission à la tête du pays. Donc c'est ça. Je vous parle ce soir de ça. On connaît le plan de succession de Biya. Il veut imposer son fils. Le peuple camerounais doit résister et empêcher cela. Mais on ne connaissait pas clairement le plan B de la France-Afrique et qui est en train de s'imposer puisqu'ils ont compris que Franck Biya ne pourra pas tenir le pays. Il n'a ni la chance, ni les talents, quoique méphistophélique de son père. Vous avez compris? Ok, la suite. Va se compliquer, la dette va se renchérir, j'allais dire. Quelle dette? Donc oui, il est urgent que les Camerounais soient fixés sur le retour prochain de leur président. Stéphane, vous évoquiez d'une ligne, d'un mot, la question de la succession. En fait, il n'en est même pas question. La présidentielle a lieu dans un an au Cameroun et les partisans de Paul Biya l'incitent à briguer un 8e mandat de 7 ans. Oui, alors je me lance. Je pense qu'on va assister à un scénario qui va ressembler à quelque chose qu'on avait déjà vu en 2004. En 2004, oui, c'est ça. Quand s'était produit un scénario similaire où Paul Biya absent du pays pendant de longs jours, des rumeurs avaient circulé sur son décès, et puis Paul Biya est rentré. Une sorte de retour triomphal, j'allais dire. On se souvient de cette phrase qu'il avait prononcée à sa descente
d'avion quand il a dit le fantôme vous salue bien. Il est possible qu'on assiste à quelque chose de ce type-là 20 ans plus tard, où Paul Biya va rentrer en homme providentiel en quelque sorte, et on va voir se multiplier les appels à sa candidature. Mais la question qu'il faut se poser dans ce contexte où on a un débat sur l'état de santé d'un président qui a 92 ans, c'est est-ce qu'il est raisonnable qu'il brigue un nouveau mandat? Est-ce qu'il est raisonnable qu'il postule à un nouveau mandat de 7 ans à la tête du pays? Parce que quand on dit que Paul Biya a passé 42 ans à la tête du pays, mais en fait, on oublie qu'avant d'accéder à la présidence, il a été dans la haute sphère de l'État pendant 20 ans en tant que chargé de mission, en tant que directeur de cabinet du président, de son prédécesseur, et en tant que Premier ministre. Donc ça fait 62 ans au total qu'il a passé à la tête de l'État, et donc il serait peut-être temps qu'il se repose. Merci beaucoup, Stéphane Ballong. Vous avez entendu la phrase, il serait peut-être temps qu'il se repose. Ici, chez nous, en France, là, quand vous entendez quelqu'un qui a une certaine culture utiliser peut-être, sachez qu'il exprime une certitude. En politique surtout, les politiques français, quand ils te disent peut-être, il serait peut-être temps que tu te reposes. Sache que c'est un ordre qu'il est en train de te donner. Ballong a transmis le message de l'impérium néocolonial français 5 sur 5. Pour l'impérium néocolonial français, Paul Biya n'est plus la garantie de ses intérêts au Cameroun. Et par conséquent, le fils Biya même que Paul Biya veut imposer n'est pas non plus la garantie de ses intérêts au Cameroun. Voilà pourquoi il faut s'attendre à une situation où il va y avoir une bataille tricéphale. D'un côté, le clan Biya qui veut imposer Franck. De l'autre côté, le néocolonialisme français qui veut imposer quelqu'un qui donnerait l'impression de représenter une rupture avec le régime Biya. Et puis, troisième axe, le peuple camerounais à la recherche de sa souveraineté pour désigner à sa tête des hommes et des femmes réellement élus. C'est ce que j'appelle la bataille tricéphale. Le Cameroun est en marche dans une bataille tricéphale. La succession à la Biya, donc la monarchie des Biya, avec Franck en ligne de mire, la succession France-africaine, avec sans doute un officier de l'armée à la Oligui Nguema, à la Mamadi Doumbouya, qui est en train d'être préparé, et la rupture révolutionnaire panafricaniste camerounaise, qui ne peut venir que des entrailles du peuple mobilisé. Voilà le tricéphalisme dans lequel le pays est en train d'aller. Le discours du journaliste Ballong restitue tous les éléments de langage qui se sont donnés pour ce Paul Biya. Ils vont le flétrir, ils vont le matraquer, comme le disait Idriss Déby, ils vont le critiquer alors que ce sont eux qui l'ont promu, quand il était la garantie certaine de leurs intérêts. Maintenant, on dit qu'il a 92 ans, alors qu'il les a même pas encore. Maintenant, on dit ça suffit, il est temps qu'il se repose, parce qu'on a bien vu que le plan qu'il a de vouloir éventuellement imposer son fils va hâter la révolution camerounaise, peut-être même va accélérer la mobilisation du peuple camerounais pour éviter ce qu'on appelle le gré à gré, et que dans cette mobilisation, on peut perdre, pour ainsi dire, le bébé et l'eau du bain. C'est-à-dire la sympathie du pouvoir et les avantages qui y sont liés. Quand on parle de la dette, quand on parle des marchés qui s'impatientent, on devrait plutôt parler de la situation critique de l'économie française, qui serait encore plus critique avec l'effondrement de son précaré d'Afrique centrale. Le précaré ouest-africain est en train de s'effondrer. Il ne reste plus que la Côte d'Ivoire et le Sénégal pour que, à Banapéou, on n'en parle plus. Le précaré d'Afrique centrale est la dernière zone de repli, pendant d'ailleurs qu'on essaye de se redéployer vers l'Afrique australe, vers l'Afrique du Sud. Et donc, on essaye de tenir le Gabon, le Congo, le Cameroun, le Tchad. On essaye de les serrer. On est en train d'essayer de reprendre complètement en main le Centrafrique en raison du louvoiement, de l'hésitation de la politique illisible du président Touadéra. Ils sont dans une lutte à mort. C'est ce qui explique leur brutalité, leur grossière brutalité envers les panafricanistes, accusés de conscientiser les Africains, de les sortir des enclos du tribalisme, du nationalisme frelaté, irrité des frontières tracées par les colons. On en veut aux panafricanistes de faire penser, rêver grand, chaque Africaine et chaque Africain, quel que soit le pays dans lequel il se trouve.
Vous comprenez d'où ça vient, n'est-ce pas? Vous comprenez d'où ça vient, n'est-ce pas? Donc, s'il vous plaît, je vous ai expliqué. Je vous ai expliqué ce qui se prépare au Cameroun. Et j'ai expliqué plusieurs fois que la grande équation, c'est celle de la mobilisation transethnique, la mobilisation panafricaine du peuple camerounais, pour faire échec aux deux plans. Le plan monarchique que Biya a mis en place et qu'il cache derrière ses propos lénifiants. Le plan de la France-Afrique, le néocolonialisme français qui veut nous imposer un coup d'État à la Oligui Nguema ou à la Mamadi Doumbouya. Nous devons briser ces deux plans par une mobilisation énorme pour dire nous voulons un système politique dans lequel les Camerounais ne soient plus exclus du Cameroun. Le peuple camerounais ne soit plus exclu du Cameroun. Des considérations sur les origines, la religion, la région, deviennent des considérations non discriminatoires. Elles deviennent au contraire regardées comme des signes de la richesse, de la diversité culturelle nationale. Toute Camerounaise, tout Camerounais, en tant qu'Africain, est en même temps Bamileke, Beti, Boulou, Bassa, Peul, Haoussa, Yambassa, Baka. Il est de toutes les ethnies parce que nous sommes tous Africains. Quand nous allons nous lever au Cameroun, de Marois à Garoua, de Garoua à Ngaoundéré, de Ngaoundéré à Yaoundé, de Yaoundé à Bamenda, de Bamenda à Boya, de Boya à Bafoussam, de Bafoussam à Douala, de Douala à Bolova, de Bolova à Bertois. Quand nous allons nous lever en tant que peuple africain, quand nous allons boucher nos oreilles pour ne plus écouter les sirènes de l'ethnicisme, du tribalisme, et que nous allons dire nous voulons un grand pays africain ici, personne ne pourra nous vaincre. Nous devons donc travailler à construire la télécommande du peuple camerounais. La télécommande du peuple camerounais, c'est-à-dire la conscience citoyenne panafricaine, en chaque Camerounaise, en chaque Camerounais. C'est avec cela qu'on va se libérer du tribalisme d'État, du tribalisme d'opposition, qu'on va se libérer du réflexe de l'enfermement dans les clôtures élaborées par le colonialisme, le racisme, et qui ont été reprises par le despotisme africain pour paralyser les énergies des peuples. Alors, l'embuscade de Ngongo n'a aucune valeur. Il contrôle l'armée qu'il prétend contrôler, elle est contrôlée globalement par le clan de M. Biya. Il ne peut pas doubler l'armée. Il n'y a jamais eu, je vous mets au défi, il n'y a jamais eu l'histoire d'une transition militaire dirigée par un civil. Impossible. Le Burkina Faso, à un moment donné, a mis en place un ticket où il y avait Yacouba Isaac Zida, Premier ministre militaire à la tête du gouvernement, et Michel Kafando à la tête de la transition. Mais Kafando avait des pouvoirs honorifiques. Le gros du pouvoir était entre les mains de Zida. Vous comprenez? Donc Ngongo ne peut pas tenir le Cameroun face aux militaires. Les seuls qui puissent s'opposer aux militaires avec succès, ce sont les Camerounais, dans leur immensité populaire. C'est les seuls qui peuvent dire aux militaires, ça ne se passe plus comme ça ici. Nous allons promouvoir les révolutionnaires panafricanistes dans toutes les forces vives du pays. C'est l'union des révolutionnaires panafricanistes de l'armée et de la société civile qui va relever le Cameroun. C'est tout. Et c'est cela le sens de la transition à venir. Mais si vous commettez l'erreur de laisser les deux schémas, c'est-à-dire le schéma de la succession monarchique de Biya, se mettre en place, vous aurez favorisé le schéma néocolonialiste français. Parce que le petit Biya sera déposé tranquillement par un militaire soutenu par les puissances néocoloniales et impérialistes. Comme Alpha Condé l'a été. Comme Ali Bongo l'a été. Vous avez compris? C'est ce que je vous ai dit. Pour éviter ces aventures ambiguës au peuple camerounais, il faut que la conscience citoyenne panafricaine l'emporte en chacune et en chacun. Il faut que chacun examine sa conscience et sorte des enclos du tribalisme pour penser comme un Africain, une Africaine au Cameroun. C'est ce que je voulais dire sur ce point. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.